Alors tout d'abord, merci de votre présence. En tout cas, donc sur les 8 instances de labellisation, il nous a paru intéressant de pouvoir solliciter d'autres partenaires instances de labellisation. Donc je vais rappeler un peu le cadre de cette table ronde avant de vous passer à chacun la parole. Donc proposer un label véritable enjeu pour les instances de labellisation. Et M. Bric et Mme Pezzotta nous ont bien remis en tête l'enjeu qualité plus plus, et ce que ça pouvait représenter avec quelques dessins en termes de perspective. Mais pourquoi et comment les instances de labellisation se sont-elles engagées dans un label ? Qu'en attendent-elles? Qu'en retirent-elles? Quels avantages pour les organismes de formation à qui elles le proposent? Quelles difficultés rencontrer? Donc c'est autour de tout cela que on va pouvoir échanger. Mais déjà peut-être dans un premier temps, vous présenter et en peut-être rappelant, soulignant quelques repères historiques, parce que tout un chacun, l'objet qualité, vous le portez dans vos institutions et organisations depuis un certain temps, et aussi peut-être donner quelques éléments stratégiques qui ont prédominé dans le choix d'une démarche de reconnaissance en tant qu'instance de labellisation. Et je vais commencer par Mathieu. Voilà, à toi la parole. Merci. La présentation, elle va être rapide. Je l'ai déjà plus ou moins faite. Donc Mathieu Boge, je suis chef du bureau de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue au ministère de l'Agriculture. Et donc, comme l'a dit Monsieur Bric juste avant, on est la dernière instance labellisation depuis le 22 décembre 2022. On remercie encore France Compétences et son conseil d'administration pour cette confiance qui nous est octroyée. Voilà, notre objectif était de retrouver une certaine autonomie et une cohérence, une logique et fédérer. Voilà. Ah. Et fédérer. Donc, mais je vais plutôt laisser la parole à mes confrères. Merci. Peut-être Madame Martin. Oui, bonjour à toutes et à tous. Déjà, vous remercier de l'invitation à travailler justement ensemble et puis à partager nos expériences. Donc, Laurence Martin, déléguée nationale du réseau des APP, donc les ateliers de pédagogie personnalisée. Donc, de ce fait, nous, historiquement, alors je vous rassure, pour ceux qui connaissent le label des APP, je ne vais pas vous faire par année, parce qu'en fait, le label existe depuis la fin des années 80. Et c'est d'abord un label pédagogique avant d'être un label qualité. Il est né d'une réflexion de conseillers de mission locale suite à des émeutes, en se disant finalement, face à des jeunes, parce qu'à l'origine c'était les jeunes, face à des jeunes désœuvrés et en perte de sens, c'est peut-être pas à eux de s'adapter à un cadre pédagogique, à un programme pédagogique, c'est peut-être à nous en tant que professionnels de nous adapter et de développer leur autonomie d'apprentissage et de profiter de chaque acte de formation pour aussi développer la confiance en soi, aussi prendre conscience qu'on a tous des compétences et développer cette autonomie d'apprentissage, l'apprendre à apprendre et repartir outillé sur la suite de son parcours. Donc de fait, ce label pédagogique, il a été porté pendant 20 ans par l'acteur public et il est porteur d'un cahier des charges très rigoureux. Et il se trouve qu'il y a un peu plus de 10 ans, le champ des compétences socles sur lesquelles nous étions historiquement est retourné dans le champ concurrentiel, dû à des contraintes de réglementation européenne. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est que on a rédigé avec AFNOR Certification un cahier des charges associé à notre label pédagogique à l'origine. Et il se trouve que notre label pédagogique forcément aborde le processus, forcément aborde la formalisation, forcément aborde beaucoup de choses du process qualité en tant que tel. Ce qui a donné lieu à une reconnaissance dès 2016 de ce label pédagogique comme un label qualité par le CNEFOP. Donc c'est vrai que là, tout naturellement, lorsque l'opportunité s'est présentée de continuer à faire reconnaître dans notre process qualité aussi le volet pédagogique, c'était avec France Compétences. Si je devais résumer pourquoi on est instance de labellisation, toutes et tous aujourd'hui, c'est parce qu'on avait autre chose en plus à faire reconnaître dans notre process qualité que ce que porte Calliope. Voilà, donc c'est vrai que en plus de ce qui est attendu via Calliope, de cahier des charges process qualité, pour le réseau des APP, ça va être le volet pédagogique, le volet historique que l'on porte en termes de développement des compétences transversales et des compétences socles. L'objectif étant, quand je dois expliquer un peu la logique
de APP en famille, je dis, en fait, être identifié avec le label APP dans le grand paysage des organismes de formation, ça permet d'identifier des structures qui vont accompagner aussi les personnes dans le développement de l'autonomie, c'est-à-dire que je vienne pour de l'anglais, du français, la préparation au concours ou quoi aux caisses, eh bien je repartirai aussi outillée, je saurai comment j'apprends, j'aurai développé ma capacité à rebondir, à être résilient vis-à-vis du changement, ce genre de choses. Donc c'est vrai que le fait d'être reconnu par France Compétences, pour nous, c'était se garantir de garder cette visibilité sur le volet pédagogique de la qualité qu'on promeut et de garder un élément différenciant dans le paysage des organismes de formation. Et je pense que c'est pour cela qu'on est tous aujourd'hui reconnus, instance de labellisation. C'est pour des choses que l'on apporte en plus du process stricto sensu Qualiopi que tout le monde essaye d'avoir par ailleurs. Merci. Si on continue donc dans cette logique-là, Madame Cardozo. Ils fonctionnent tous, c'est formidable. Oh, quelle organisation. Merci beaucoup pour cette invitation. Donc Marie-Claire Cardozo, chargée d'études au ministère de l'Éducation nationale et à la DGESCO. Alors l'acronyme, c'est tout simplement Direction générale de l'enseignement scolaire, pardon, excusez-moi, dont la mission est d'élaborer la politique éducative et pédagogique et d'assurer la mise en œuvre des programmes d'enseignement. Donc cette direction qui compte à peu près entre 320 et 350 agents regroupés sur plusieurs sites, est elle-même organisée en services sous direction. Et là, derrière DGESCO, il aurait fallu rajouter A22. Donc c'est le bureau dans lequel je suis, c'est le bureau des lycées professionnels, de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue. Et moi, dans ce bureau, en tant que chargée d'études, je suis plus particulièrement tout ce qui relève de la labellisation, des démarches qualité. Alors, je ne suis pas seule. On est au sein d'un pôle autour des questions de la qualité, de la correspondance, de la résonance avec tous les autres labels qui sont portés par l'Éducation nationale. Je pense notamment au label Lycée des métiers, au label Campus des métiers et des qualifications. Donc, comment ces démarches peuvent faire sens. Donc, voilà, on est un petit pôle de 4 personnes sous la responsabilité du chef de service et de son adjointe sur ces questions-là. Donc, là, je viens de resituer le bureau. Par rapport au label Eduform, comme ça vient d'être dit, c'est parce qu'on avait un petit quelque chose en plus. Ce quelque chose, c'est... bon, alors mes notes se sont éteintes entre-temps, donc là, je ne vais pas pouvoir poser mon micro pour réaccéder à mes notes. C'est horrible, ces systèmes de veille. Bon, donc voilà, de tête. Donc non, ce quelque chose en plus, il est lié déjà à une histoire. Donc un label Eduform qui a un historique depuis 2000. Alors on a commencé il y a très longtemps avec les Greta, avec le réseau de la formation continue, avec des labels Greta+, VAE+. On est allé sur Eduform. De la même manière que le ministère de l'Agriculture, on a été en binôme avec l'AFNOR sur une version du label, une première version du label Eduform. Et depuis 2019, nous sommes donc reconnus en tant qu'instance de labellisation. Et donc, on est sur une version du référentiel Eduform 2019. Notre attachement, il est d'abord au niveau de valeurs, et de valeurs que vous partagez, de valeurs autour de l'accès à la formation, à l'orientation, de valeurs liées à l'inclusion, donc, et de la responsabilité que l'on peut porter pour tous les publics, pour tous, donc un attachement profond sur ces valeurs-là. Notre référentiel proposé, enfin le référentiel donc avant 2019 et avant d'être reconnu instance de labellisation,
était centré sur le bénéficiaire, avec la maîtrise des engagements de service vis-à-vis des bénéficiaires. Mais nous avions également, parce que nous sommes un réseau, avec... je n'ai pas mes notes, je ne peux pas vous dire, c'est là que j'avais prévu de vous donner le nombre d'établissements qu'il y avait partout en France, le nombre de PLE, le nombre d'apprenants, voilà. Bon, donc la force d'un réseau, donc pour nous, il était aussi essentiel de pouvoir mettre en avant, en plus de la maîtrise de ces engagements de service, la maîtrise du pilotage et la maîtrise de l'organisation. Parce que le pilotage, si une démarche qualité, elle n'est pas partagée par l'ensemble des acteurs qui mettent en œuvre, c'est une démarche qualité qui reste le sujet de quelques-uns et qui sont portés par quelques personnes au sein d'une organisation. Ce n'est pas l'objet, ce n'est pas le but. Et la maîtrise de l'organisation, parce que si l'organisation n'est pas maîtrisée, le bénéficiaire, il va y avoir des répercussions sur le bénéficiaire final et on en reviendra à ne pas être en conformité avec nos engagements de service. Donc voilà, c'était une manière pour nous, être instance de labellisation, faire reconnaître ce supplément, voilà, ce petit quelque chose en plus. Merci pour la formule. Merci Madame Cardozo. Monsieur Poncelet, donc au niveau du réseau l'école de la deuxième chance, qu'est-ce que vous pouvez donc compléter ou Alors, merci déjà pour l'invitation. Je vais peut-être commencer effectivement par me présenter le réseau. Donc, je suis Alexandre Poncelet, directeur de la qualité pour le réseau E2C France. Ce qui est intéressant à voir, c'est qu'on est finalement dans un petit monde, le monde de la formation. Les écoles de la deuxième chance, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous connaissent le dispositif, mais il y a des E2C qui sont portés par des CFPPA, il y a des structures qui portent à la fois le label APP et le label E2C, qui également, des Greta portent le label E2C. Donc voilà, on est quand même dans un écosystème qui est assez fermé et on va vite à tous se retrouver, je crois, finalement. Juste pour vous resituer rapidement, les E2C, c'est issu du livre blanc qui avait été proposé par Edith Cresson en 1995, Enseigner et apprendre vers la société cognitive. Et elle a porté en fait, et développé le premier projet d'école de la deuxième chance à Marseille, donc dans les années 90, en 98. Suite à ça, le réseau a essaimé. Plusieurs écoles se sont structurées, se sont construites, etc. Donc il y a vraiment eu un essaimage du dispositif E2C. Et ça a fini par se constituer en réseau en 2004. C'est à ce moment-là que la stratégie de labellisation a été pensée. Ça répondait à un double enjeu chez nous, un double enjeu stratégique en fait. Le premier enjeu, c'était de pouvoir institutionnaliser le dispositif. Le label, ça donnait des garanties, en fait, très simplement, à nos partenaires et nos principaux financeurs que sont l'État et les régions. Donc, effectivement, le fait d'avoir un label qualité en 2004, ça permettait de garantir, un soutien de la part de ces acteurs institutionnels. Donc, voilà pour l'enjeu externe. Je pourrais en dire beaucoup plus, mais je vais essayer d'être succinct. Et un enjeu interne qui est de faire identité commune, mais ça tu en as déjà beaucoup parlé Laurence, et effectivement c'est le fait de se dire on a tous un tronc commun, on a tous une ADN qu'on partage, qu'on a envie de protéger, et en fait le label E2C s'est construit comme ça. Suite à ça, le label a continué de vivre jusqu'à aujourd'hui. On avait été déjà reconnu par le CNEFOP à l'époque en tant que, ça s'appelait pas instance labellisatrice, ça s'appelait, je sais plus, label qualité, merci. Et en fait, nous, la démarche qu'on avait par rapport à ça, c'est de se dire, effectivement, j'ai entendu dans la salle tout à l'heure des questions qui se posaient sur la quantité de contrôle qu'il y avait dans le monde de la formation. Et c'est vrai qu'entre le label E2C, les contrôles qui avaient lieu à l'époque par le Datadoc, maintenant avec Calliope, France Compétences, les contrôles, tous les types de contrôles, on s'est dit qu'en fait, on allait chercher à alléger la charge d'évaluation dans les écoles en faisant reconnaître notre label comme instance labellisatrice et donc en intégrant Calliope dedans finalement. Et ça, effectivement, c'est un gain à la fois de temps et quelques économies pour chacun des membres du réseau. Juste pour terminer, rappeler le réseau en quelques chiffres, donc c'est près de 150 sites un peu partout en France.
15 000 stagiaires qui sont accompagnés chaque année et avec un taux de sortie positif qui dépasse les 60%. Donc retour à l'emploi ou à la formation. Le public des E2C, c'est les publics éloignés de l'emploi, hein, globalement. Donc voilà les grandes masses. Merci. Donc là, merci de votre présentation. Tout à l'heure, donc là, vous avez bien mis en évidence du coup ce que vous portez communément à travers donc les instances de labellisation, le groupe qui est animé donc par France Compétences, les 8 instances de labellisation. Donc cet objet que vous partagez, donc la qualité, mais c'est aussi du coup une démarche qualité qui n'est pas obligatoire. Donc vous vous posez, me semble-t-il, les mêmes questions. C'est comment on engage les équipes, comment on s'intéresse au pilotage. Et donc est-ce qu'à travers le groupe des instances de labellisation, vous avez réfléchi à ce qui pourrait être des leviers, chacun de là où vous êtes, votre organisation ou votre institution. Donc, je ne sais pas, Madame Cardozo, sur la professionnalisation des acteurs, est-ce que ça peut être un levier ? Oui, la professionnalisation, clairement, elle est un levier, d'autant que... alors, elle est un levier à plusieurs niveaux. D'une part parce que, et c'est le cas aussi de votre label, hein, c'est que nous avons internalisé la fonction liée aux audits. Et donc, nos auditeurs sont des professionnels de notre réseau. Ça a été dit dans les éléments de présentation. Nos auditeurs connaissent parfaitement les structures dans lesquelles ils sont amenés à réaliser les audits. Ils connaissent leur fonctionnement, ils ont la connaissance de l'environnement, la connaissance des éléments qui relèvent du pédagogique, mais ils connaissent les gouvernances, l'ensemble. Ce réseau est constitué d'une structure organisationnelle qui est la même, avec des variantes bien évidemment sur les différents lieux du territoire. Et donc on a des auditeurs qui sont non seulement en maîtrise du référentiel qualité, du référentiel national qualité, du référentiel et du forme dans les éléments qu'il propose, les éléments supplémentaires qu'il propose, mais donc ce sont des professionnels qui vont devoir être maintenus dans leurs compétences au niveau de leur professionnalisation. Donc, on a un exemple très récent avec l'évolution réglementaire qui est apportée par l'arrêté modificatif du 31 mai, parce que nous faisons réseau, parce qu'il est essentiel d'être sur des pratiques harmonisées pour justifier un traitement équitable partout sur le territoire. La professionnalisation est bien un enjeu de la pérennité, même je dirais, du label. Et donc, il y a un enjeu de ce point de vue-là. Et un autre enjeu pour l'ensemble des acteurs qui font partie de notre organisation. C'est-à-dire que des acteurs qui vont être formés, c'est des acteurs qui vont connaître les normes, qui vont pouvoir donc bien appréhender les difficultés, ou alors avant d'appréhender les difficultés, les connaître, ça veut dire être en capacité de les respecter, hein. On ne respecte pas ce qu'on ignore, donc à partir de là, mais ça va leur donner la possibilité aussi d'anticiper, d'identifier les opportunités d'amélioration, d'analyser les processus, de mettre en place des mesures correctives. Donc il y a un véritable enjeu par rapport à cet objet qui est partagé au sein des équipes, avec chacun qui a son rôle à jouer. Donc cette professionnalisation, elle a vraiment un rôle essentiel.
il est également sur la motivation, la crédibilité qui peut être apportée à l'extérieur. On est sur pratiquement même des sollicitations en tant qu'instance d'organisme qui recherchent la caution vis-à-vis d'une instance, alors du ministère de l'Éducation nationale, mais demain de l'école de la deuxième chance, du réseau APP, du label APP, en fait, du ministère de l'Agriculture, la recherche d'une caution qui serait apportée par l'instance qui viendrait délivrer. Donc, il y a une responsabilité aussi par rapport à ce sujet. Et donc la question de la crédibilité en tant qu'instance, avec ce qu'on peut apporter de plus en termes de valeur et de responsabilité. Et enfin, je dirais que sur la question de la professionnalisation, peut-être sur une meilleure gestion des risques, le fait d'être sur un objet qui est entretenu, où on va faire communauté autour de modalités différentes de professionnalisation, c'est-à-dire qu'il y a les parcours. Nous, on a par exemple chez nos auditeurs différents niveaux de maîtrise. On va avoir des auditeurs de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3 qui vont assumer, qui vont avoir un cadre de responsabilité différent. Donc il y a la formation, il y a des parcours de mise à jour des compétences, mais il peut y avoir au sein de cette communauté, il peut y avoir aussi d'autres modalités du type retour d'expérience, échange de pratiques, des groupes sur des thématiques, comment on règle sur tel indicateur ou sur tel critère ou typologie de problèmes qui peuvent être rencontrés, comment on peut traiter ça dans le cadre d'une démarche qualité et comment on peut traiter ça de sa place qui va être différente en tant qu'auditeur, en tant que... Voilà. Donc la question de la professionnalisation, c'est une question qui est centrale et qui est vraiment prioritaire dans le déploiement d'une démarche qualité. Merci. C'est un fait que ce sont des éléments et des enjeux que vous partagez tous. Si on continue en termes de levier, là, je vais m'adresser plutôt à Madame Martin. Les APP sont portés par des structures qui sont de différents statuts, différentes origines en termes d'origine d'organisation publique, privée. Donc, est-ce qu'il y a aussi, en termes de levier, le maillage du territoire? Est-ce que c'est quelque chose auquel, du coup, vous apportez aussi une importance en termes d'enjeux? Ah mais très clairement, en fait, on est sur une logique de marqueur. C'est-à-dire que sur le territoire, le fait non seulement de porter un label un peu différent, mais qu'en plus, il soit reconnu par France Compétences et nous permette de délivrer également Calliope, c'est une forme de reconnaissance qui est essentielle pour que ce marqueur soit validé finalement au sein du territoire auprès des différents partenaires qui sont les nôtres. Donc, lorsque vous parlez de la diversité des organismes, en fait, le réseau des APP aujourd'hui, c'est 103 sites et autant d'antennes pour délivrer justement cette approche pédagogique. Et en fait, on a environ un tiers des organismes de formation labellisés APP qui sont porteurs de la double labellisation APP Calliope, parce qu'ils déclinent la démarche pédagogique sur l'intégralité de leurs actions de formation. Donc voilà, et avec une très grande diversité. On a des CFPPA, on en a 3 au sein du réseau des APP, des structures qui portent également des écoles de la deuxième chance, et on est en fait représentatif du champ de la formation professionnelle, avec des GRETA, des maisons familiales rurales, des CFA, des communautés de communes, des petits, des grands, des multisites, etc. Donc, en plus, ça nous permet aussi de mobiliser un laboratoire de recherche et d'innovation pédagogique et d'être toujours en mouvement. Donc le label, il a un effet levier sur le fait d'identifier sur mon territoire les partenaires qui partagent justement cette approche, d'être identifié sur le territoire par les partenaires et les financeurs qui attendent des organismes de formation, et notamment pour les publics les plus vulnérables, une approche adaptée, une approche qui permet de consolider les parcours, très pragmatiquement. Il n'y a pas que l'action de formation, il y a aussi tout ce qui se passe derrière, qui n'est pas forcément suffisamment reconnu et qu'on outille. Et il y a cette volonté aussi de faire réseau.
Voilà, nous, quand on parle APP, c'est certes le label, mais c'est surtout le réseau. Et c'est toute la mutualisation que ça provoque, c'est toute l'envie de fonctionner ensemble que ça provoque. Je prends souvent l'exemple, là j'ai un APP en tête, une structure, un organisme de formation qui faisait de l'APP sans le savoir, comme M. Jourdain. Et en fait, ils étaient en perte de sens et en perte de vitesse parce qu'ils faisaient beaucoup de donquichotisme. C'est-à-dire qu'ils n'arrêtaient pas de dire la même chose à leurs partenaires, etc. Et puis ils se sentaient assez esselés. Et en fait, eux, quand ils rejoignaient le label, leur démarche pédagogique était déjà reconnue, mais ils cherchaient du sens et ils cherchaient un réseau pour pouvoir partager, pour pouvoir s'acculturer, pour pouvoir apprendre des autres, etc. Donc chaque nouvelle labellisation a souvent une histoire très différente. Toujours est-il que l'aspect réseau, l'aspect mise en visibilité et l'aspect dynamisation est un élément qui est vraiment fondamental. Donc ça, c'est vraiment un aspect important. Et lorsqu'on parle de faire réseau, là je parle de faire réseau entre porteurs du label APP, mais c'est aussi faire réseau sur le territoire. C'est-à-dire que lorsqu'on parle du label APP, le fait de faire réseau, c'est aussi l'ancrage territorial. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune structure qui porte l'alpha et l'oméga de toutes les solutions de la formation sur un territoire. Mais le fait de faire réseau, ce n'est pas seulement un entre-soi, c'est aussi le fait de se projeter sur un territoire. Et il se trouve que dans cette logique de faire réseau, je me permets de faire un autre lien. C'est que sur la nouvelle campagne de reconnaissance en tant qu'instance de labellisation, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que le fait qu'on fasse réseau ensemble aussi. C'est-à-dire que là, on a vraiment l'opportunité d'avoir des groupes de travail, des opportunités comme aujourd'hui. Et on porte en fait cette même volonté de rendre visible dans la jungle des organismes de formation des spécificités dans lesquelles chacun pourra piocher le fait d'aller plus loin que porter Calliope que tout le monde a finalement et se dire dans les opportunités des instances de labellisation, est-ce qu'il y en a qui font écho avec des choses que je peux faire reconnaître ou que je veux développer dans ma structure. Donc ça, je pense que vraiment, quand on parle de réseau et de mise en visibilité, il y a tout cet effet levier, cette émulation qui est très très important, mais à différents niveaux en fait. Et du coup, je voulais rebondir aussi sur l'importance du maillage, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on porte justement un élément complémentaire, il faut être en capacité de répondre sur l'ensemble du territoire et de rendre visible cette opportunité de reconnaissance un peu alternative. Et c'est vrai que nous, on est à un tournant de l'histoire du label des APP qui a reconnu pendant des années uniquement le périmètre des compétences socles et qui désormais peut reconnaître l'intégralité, jusqu'à l'intégralité de la démarche pédagogique appliquée dans un organisme de formation. Voilà. Alors toujours avec les compétences socles comme incontournables, on est dans l'éducation permanente, on est vraiment dans l'accès de tous aux compétences, mais finalement c'est l'organisme de formation qui sait le mieux à quel périmètre il décline une telle ou telle démarche, et donc désormais la main passe, et c'est l'organisme qui définit, et on a toute cette opportunité de double labellisation qui va rendre encore plus visible cette opportunité, éventuellement soit de reconnaissance, soit de partenariat. Merci Madame Martin. Donc évidemment, dans tout ce que vous avez dit, il y a plein de choses qui seraient à reprendre. Mais si vous me permettez, donc juste pour passer la parole à Monsieur Poncelet, je vais m'arrêter sur le terme visibilité. Du coup, en quoi, Monsieur Poncelet, le label, et ce que vous pouvez partager au niveau des instances de labellisation, elle permet cette visibilité et à quel dessein ? Merci pour la question. Effectivement, comme tu le précisais, Laurence, je crois que Calliope, finalement, c'est un socle. Aujourd'hui, si on veut accéder aux fonds publics et mutualiser, on est obligé de passer par Calliope. Il y a près de 50 000, je ne me trompe pas, Pascal, organismes qui sont certifiés Calliope. 45 000, pardon. On n'était pas loin. Bref. Toujours est-il que voilà, Calliope, effectivement, c'est pas... Enfin, ça peut être un critère distinctif parce qu'il y a l'effet marque de Calliope, etc. Donc ça convoque l'image de la qualité, etc. Pour autant, voilà, c'est beaucoup d'organismes de formation en France qui sont certifiés Calliope. Le label, comme vous l'avez précisé en préambule, Monsieur Bric, ça va plus loin. C'est des garanties plus qualité. Donc nous, typiquement, on le voit, ce que ça apporte sur le plan national, au-delà de l'aspect historique que j'ai déjà évoqué, ce qui nous a permis vraiment d'institutionnaliser le dispositif, de le voir inscrire dans la loi, dans le code de l'éducation. Ça apporte une visibilité, une crédibilité vis-à-vis de nos partenaires. À partir du moment où on a cette identité commune, cette méthode commune de fonctionnement, eh bien, qu'on s'adresse à l'école de Marseille, à l'école de Maubeuge ou à l'école je sais pas, de la Réunion, tiens, pourquoi pas, allons dans les îles, on sait qu'en face de nous, on aura les mêmes process qualité et le même état d'esprit, la même méthodologie pour satisfaire aux besoins en fait, des parties prenantes.
Et ça, pour nous, c'est quelque chose qui est vraiment stratégique parce que tu parlais encore une fois, Laurence, tout à l'heure d'ancrage territorial. Aujourd'hui, une TPE, une PME qui connaît E2C, connaît la marque E2C, elle va savoir finalement se tourner vers l'école de la deuxième chance de son territoire pour exprimer son besoin en termes de compétences, en termes de recrutement, etc. Donc on a une valeur ajoutée au niveau local, mais on a aussi une valeur ajoutée sur le plan national, parce que mécaniquement, le label, une école toute seule, même si c'est une très grosse école, ça reste une école toute seule. Le label E2C, c'est ce que je vous évoquais tout à l'heure, c'est 55 E2C, 150 sites, 15 000 stagiaires. Et donc, mécaniquement, on a aussi beaucoup plus de force pour aller voir les entreprises nationales et développer des partenariats nationaux qui ensuite vont pouvoir essaimer et se dupliquer sur les territoires. Et on voit aujourd'hui que c'est une stratégie qui est plutôt gagnante en fait, pour le réseau E2C, puisqu'on a réussi à développer des partenariats avec de très grands groupes français, mais aussi internationaux pour l'insertion de nos jeunes, ou vu qu'on est des structures reconnues d'utilité publique, développer des appels à projets dans le cadre de leur dynamique RSE. Et donc on a effectivement des appels à projets et des projets conjoints, donc réseau E2C, entreprises partenaires, et donc mise à disposition de ce partenariat-là et des fonds associés aux E2C. Tout ça pour dire que le label, chez nous, c'est vraiment quelque chose qui est structurant. C'est en termes de visibilité, en termes de partage. Je vais parvenir sur tout ce que tu as évoqué tout à l'heure, sur la professionnalisation des équipes, etc. Mais c'est aussi un moyen d'aller plus loin et de faire valoir ce savoir-faire en plus. Voilà sur la partie associée au budget, au financement, à l'institutionnalisation du dispositif, très important. Je voulais juste apporter un point complémentaire en termes de valeur ajoutée sur le label. C'est qu'avant l'apparition de Calliope, donc on avait déjà cette habitude en quelque sorte de la qualité dans le réseau. Ça faisait 15 ans que le label existait. Et en fait, quand on a quand on a fait le choix de s'orienter vers le fait d'être instance labellisatrice, et qu'on a fait le travail de matching entre nos critères historiques de labellisation et les critères de Calliope, on s'est aperçu qu'on couvrait historiquement 80 à 90% en fait, de ce qu'il y avait dans Calliope. Et donc finalement, les E2C, la marche à franchir pour elles n'était pas conséquente en termes de qualité. Parce qu'elles avaient déjà cette habitude de travail, de méthodologie. Ce que tu évoquais, Mathieu, tout à l'heure, hein, le fait d'avoir des process normés, des méthodes de fonctionnement, etc. Enfin, on était déjà là-dessus en fait. Donc on n'a pas eu de grosses difficultés à faire passer les E2C dans le scope de Calliope finalement. Ce qui est intéressant avec les labels, c'est que justement vu qu'on va plus loin en fait que les exigences réglementaires, on sait très bien comment ça marche en fait globalement hein, sur les méthodes sur les méthodes qualité, etc. Si on va aller chercher généralement les meilleures pratiques et on va les importer pour que ça devienne le tronc commun. Je crois qu'aujourd'hui, l'une des valeurs ajoutées des labels, c'est justement ça, c'est d'être un peu aussi en anticipation finalement des futures évolutions qui auront lieu dans le monde de la formation. Et du coup, les coûts de transition vers les nouveaux systèmes sont moins élevés aussi, mécaniquement. Merci beaucoup. Donc là, on a entendu pas mal de choses et je vais confier la conclusion à Mathieu. On a entendu pas mal de choses, comme levier, la professionnalisation des acteurs. On est revenu aussi sur le réseau. Je reviens également sur la lisibilité, mais ce qui nous est cher également, c'est l'ancrage territorial, c'est le développement de partenaires, c'est le développement de l'activité, le développement évidemment des compétences par le biais de la professionnalisation. Et il y a des choses évidemment que j'ai pu oublier dans tout ce que vous avez pu citer, ce qui est aussi mis en évidence à travers donc vos différentes interventions, c'est que vous partagez tout cela et chacun, ça se décline de manière peut-être différente en fonction du coup de vos organismes ou organisations publiques, privées ou autres. Mais Mathieu, au niveau donc de l'agriculture, qu'est-ce que le MASA peut du coup dire de tout cela? Comment ça peut être décliné au regard des objectifs et des ambitions du MASA? Merci Sylvie. Lourde question. Déjà, je tiens à souligner que les 3 partenaires qui ont témoigné sont des partenaires avec lesquels l'enseignement agricole travaille. Voilà.
Et donc du coup, c'est pas pour rien qu'on vous a invité, hein, c'est parce qu'en fait on partage, et je vais rebondir sur des mots que vous avez cités et qui font sens à mon sens. On partage les mêmes valeurs, qu'elles soient pédagogiques, intrinsèques ou stratégiques, on partage les mêmes valeurs. Et du coup, nos démarches qualité, elles sont un peu entrecroisées sur un certain nombre d'items. Je vais commencer par la professionnalisation des acteurs. Nous sommes une jeune instance de labellisation, même si on a un historique ancien dans la démarche qualité, mais qui est resté une démarche volontaire. On a eu un petit passage de démarche obligatoire, mais je ne m'attarderai pas dessus. Le ministère a eu un process particulier sur cette professionnalisation qui s'inspire en partie de l'éducation nationale, mais pas que. On a déjà commencé par reconnaître la fonction d'auditeur qualité qui n'était pas une fonction officiellement reconnue. Cette reconnaissance, elle passe, c'est très récent, hein, puisqu'elle passe la semaine dernière par la publication de la note de service sur les fiches missions dans les CFA, CFPPA, et où la mission d'auditeurs et d'animateurs qualité dans les centres est officiellement aujourd'hui une mission reconnue par le ministère, avec un temps de travail minimum associé dans les centres. Et donc cette reconnaissance de la fonction et de la mission est un gage de l'engagement et de la professionnalisation des acteurs sur cette thématique. Je vois que ça fait réagir. Personne n'a vu la note de service publiée. Voilà. La professionnalisation, elle passe aussi par là. Le ministère de l'Agriculture a un site qui s'appelle le BOAgri et sur lequel l'ensemble des notes de service est publié tous les jeudis à midi. Voilà. Donc je vous invite à le consulter tous les jeudis à 14 h. Et comme ça, vous aurez l'ensemble de l'information de tout le ministère qui concerne tous les personnels et toutes les politiques publiques que l'on porte. Voilà. La professionnalisation, outre cette première étape de reconnaissance de la fonction qui nous paraissait essentielle et stratégique, elle passe aussi par ce type d'action actuellement, hein, puisque ce séminaire, on l'a lancé l'année dernière, on va le pérenniser, on continuera des actions locales en région sur la professionnalisation des référents qualité en centre. Et elle passe aussi par l'amélioration continue du dispositif en fonction des éléments que l'on peut constater. Quand je parle du dispositif, je parle du référentiel et de l'organisation. On est une organisation nouvelle, donc on apprend. On apprend de nos partenaires grâce au groupe de travail qu'a pu mentionner M. Bric et Mme Pezzota tout à l'heure, mais on apprend aussi de notre propre fonctionnement et des remontées qu'on a. C'est la démarche qualité. Et donc cette professionnalisation, c'est une amélioration continue du dispositif. Sur les auditeurs, nous avons clairement copié ce que faisaient nos collègues de l'Éducation nationale, à savoir nous avons internalisé la fonction pour plusieurs raisons. La première, et ça a été dit, c'est que nous avons un dispositif d'enseignement qui est très particulier. Une structuration de l'enseignement agricole qui est particulière, qui est peu connue. Ça a été une critique qui a été faite dans le rapport de la Cour des comptes sur certains auditeurs qui ne sont pas au fait de tous les points du référentiel Calliope et encore moins de la formation professionnelle. Très clairement, il n'y avait peu ou pas d'auditeurs qui étaient au fait de l'organisation de l'enseignement agricole public. Voilà. Donc autant dire que réinterner la fonction d'audit était pour nous déjà un gage important et un énorme crantage quant à la compréhension de l'organisation spécifique de nos EPLE et en particulier sur la formation continue et l'apprentissage. C'est aussi, et avant tout pour nous, le moyen de créer un réseau. Et j'adore cette phrase qui est de rendre les meilleures pratiques le tronc commun. Et on estime qu'en ayant ce regard croisé au sein des établissements, la visibilité des bonnes pratiques des uns sera diffusée chez les autres.
Et l'ensemble de ces bonnes pratiques deviendront un tronc commun qui améliorera progressivement l'ensemble du système. Non pas que notre système est mauvais, mais il est perfectible comme tout système. Et cette internalisation de la fonction d'audit est pour nous un point essentiel. Et enfin, elle permettait aussi de donner un sens au réseau des CFA-CFPPA qui parfois a tendance à se déliter dans un environnement qui devient de plus en plus concurrentiel et sur lesquels l'autonomisation des centres et la perte du réseau peut créer quelques problèmes à moyen ou long terme. Et donc c'était aussi une entrée pour redonner cette valeur du réseau, cette valeur de l'enseignement agricole sur le territoire. Sur le maillage, bon, l'enseignement agricole, c'est public, c'est un maillage, privé aussi, 800 établissements, 174 publics, le reste privé. Cette visibilité, cette identité, elle est fondamentale, elle passe aussi dans le référentiel, et pour nous, c'est une valeur que l'on doit conserver. Et ça passe par l'organisation qu'on donne. Voilà. Les auditeurs, l'un des gages de qualité qu'on a donné à France Compétences, c'est qu'un auditeur ne pourra pas auditer sur son territoire, bien évidemment, il ira ailleurs, sur une région administrative différente. C'est un gage d'indépendance et de non-concurrence au sein des établissements, mais ça permet aussi de conserver un certain maillage. Et pour nous, c'est quelque chose d'important. Voilà. Je pense que j'ai à peu près tout balayé. Je voulais rajouter, par rapport à une question qui a été posée, madame et monsieur, sur les plus-values que pouvait apporter un tel référentiel, outre le fait d'être qualité plus et qui, du coup, affiche une certaine visibilité. Mais je peux tout à fait imaginer encore quelques réticences à dire oui, la visibilité, certes, mais l'investissement par rapport au gain, bof. Je le dis parce que dans ma caricature de présentation, je l'ai pensé. Voilà. Et justement, parce que je l'ai pensé, le travail que l'on mène au quotidien avec Bruno, qui est mon chargé de mission, qui travaille en partie sur la qualité, est de dire quelle est la plus-value, outre la qualité plus que l'on peut aussi tenter d'apporter à travers ce référentiel. Eh ben, on essaye d'apporter une plus-value financière par la reconnaissance de ce référentiel, sans trop en dévoiler, d'autant qu'en plus c'est une diffusion publique, mais nous travaillons actuellement avec le Vivea pour faire reconnaître la majoration financière par la labellisation Qualiform Agri. Ça fait l'objet d'un travail d'ingénierie qui est en train de conduire Eduter via un addendum qui sera rajouté très prochainement dans le référentiel. Ça, c'est le premier point. On essaye d'étendre évidemment ce type d'action sur plus de partenaires. On y va step by step. Sur les contrôles, c'est aussi une thématique qui nous tient à cœur. Nous avons été auditionnés par l'IGAS sur la mission de contrôle, puisque le ministère de l'Agriculture, certes, est un ministère labellisateur, c'est tout nouveau pour nous, mais on est aussi et surtout un ministère certificateur, et qu'à ce titre, la loi nous impose un certain nombre de contrôles. Le contrôle de certification, c'est tout le sens des dossiers d'habilitation que vous déposez. C'est un contrôle a priori pour voir la qualité de votre organisation pédagogique et qui vous permet de dispenser le diplôme au nom du ministère. Je le rappelle quand même, parce que des fois, on oublie quel est le sens de ce dossier. Mais aussi le contrôle pédagogique. Et jusqu'à présent, les CFA agricoles ont été relativement épargnés. Ça veut dire, c'est un signe de la qualité de l'enseignement, puisqu'on n'a pas eu de plaintes et de demandes de contrôle pédagogique au niveau central. Donc on peut collectivement s'en féliciter, mais néanmoins on est quand même responsable de ce contrôle pédagogique. Et donc on a maintenant un certain nombre d'autres contrôles. On va mener les audits dans les établissements au titre de notre habilitation à la labellisation. Et on essaye, en tout cas, de travailler avec nos partenaires financiers pour avoir une cohérence sur la politique de contrôle. Voilà. Je pense que c'est important. Ce sera un travail qui sera long. Vous l'avez dit, Monsieur Bric. On l'initie. Je pense que les instances publiques l'ont bien dans le viseur. Mais ça nécessite une réflexion et un travail global et large. Voilà. Mais en tout cas, je confirme, soyez rassurés, c'est une thématique qui est au cœur de nos réflexions actuellement.
Voilà, Sylvie. Merci Mathieu. Donc peut-être quelques mots de conclusion et ensuite on laissera le temps d'échange avec la salle. Donc ce que l'on peut retenir par rapport à l'intitulé de la table ronde, proposer un label qualité, véritable enjeu pour les instances de labellisation. On voit que ça va évidemment tout à fait dans ce cadre-là, un véritable enjeu pour les instances de labellisation, mais également en termes de la définition de la qualité de la formation. Et ça, je pense que du coup, vous nous avez vraiment apporté tous les éléments. Donc, merci à vous quatre. Et maintenant, peut-être les questions, s'il y a des questions dans la salle par rapport à ce qui vient d'être présenté, discuté. Non, personne. Si. La première. Tout en haut, tout en haut. Tout en haut. Alors, tout en haut, Bertrand. Non, parce que c'est enregistré. Du coup, j'ai plus de questions. Oui, une petite question sur... peut-être, vous avez des informations sur les nouvelles versions du référentiel qui sont à venir. Est-ce qu'on reste sur la même structuration? Dans la version actuelle, je vois de Californie, hein, j'entends. Donc c'est plutôt une question pour M. Bauge. Bien que les autres labels soient intéressants, bien sûr. Mais on est très concerné tout de suite là, par Californie. Donc oui, je vois qu'il y a encore en face de chaque chapitre des références à Calliope, aux critères logiques de Calliope. Donc qu'est-ce qu'il en sera de l'évolution future de Californie? Est-ce que vous avez déjà des informations quant à la sous-traitance, puisqu'a priori, il y a pour Calliope un objet là-dessus? Et est-ce qu'on peut déjà se projeter en ces termes? Est-ce qu'on va vers une complexification? Est-ce qu'on va vers une simplification? Moi, je ne vous cache pas que ma première lecture que je fais de Californie, parce qu'on... Alors, sur le PL de Val-d'Oise, on travaille le CFA et le CPPA sous Californie, sous le référentiel 132 depuis 23 ans maintenant. Donc voilà, on attend des informations aussi sur qu'en sera-t-il sur le renouvellement des EPL déjà labellisés. Californie, est-ce que ce sera facilité? Est-ce qu'on a des échéances? J'ai rien vu sur chlorophylle, ou j'ai mal regardé peut-être. Voilà, est-ce qu'on va vers une simplification? Maintenant qu'on a goûté à Calliope, si vous voulez, ce qui est difficile, c'est de se dire, c'est peut-être un poil moins ambitieux, mais dans le contexte de pression administrative accrue sous lequel on vit, puisque là, en termes de financement, en termes administratifs, la pression pour les OF que nous sommes augmente et la pression de travail est vraiment forte. Donc voilà. Est-ce que, in fine, on va vers une démarche, on entend parler de simplification administrative. Est-ce que là aussi, on peut espérer avoir quelque part pour nous un peu d'aide et de la simplification et pas des couches et des surcouches? Voilà, c'est un peu le sens de ma question. Il y a 4 questions dans la question. Donc je vais essayer de répondre point par point à ce que je peux répondre. La première sur le devenir de Calliope, je ne suis pas le ministère du Travail, donc je n'ai aucune visibilité sur les évolutions de Calliope. Donc là, je ne peux pas répondre. On a eu les évolutions. Les 4 structures ici présentes se sont adaptées au dernier arrêté. Et il est très fortement probable que le référentiel Calliope continue à évoluer. Mais c'est qu'une probabilité. Voilà, je n'ai pas de visibilité et encore une fois, je ne suis pas le ministère du Travail, donc je ne peux pas le dire dessus. Sur la question simple du renouvellement et de l'engagement dans la démarche. Le renouvellement dans la démarche, la procédure est éditée.
puisqu'on a 15 établissements qui ont déposé leur dossier de renouvellement. C'est une procédure qui est simplifiée, qui se fera par le dispositif démarche simplifiée en ligne. La tarification, elle est connue, puisque on est à 900 € jour d'audit sur lequel le ministère apporte un complément. Donc tout ce process administratif est fixé et publié. Concernant la simplification administrative, l'idée, c'est ce que je vous disais. J'ai certainement pas été suffisamment précis dans mes propos. C'est de faire en sorte que, outre la qualité plus, il y ait une plus-value plus avec le référentiel. La plus-value, elle peut passer soit par des majorations financières qu'on est en train de négocier et sur lesquelles je pense qu'on arrivera à avoir rapidement des résultats. Elle peut aussi passer par des simplifications administratives. Et là, on initie le travail. J'ai deux sujets qui sont en tête. Je les mentionne parce que c'est des sujets sur lesquels nous réfléchissons en centrale et c'est pas secret. La première, c'est la notion de contrôle. Voilà. Donc, et la deuxième, c'est la notion d'habilitation, qui rejoint en fait le contrôle. Voilà. Et votre dernière question, elle concerne les évolutions du référentiel, sans non plus trahir le secret, puisqu'il n'y en a pas. Il y a 2 addendums qui sont en cours de rédaction sur Califormagri. Le premier addendum, il concerne, je l'ai dit, l'obtention de l'équivalence de Calicert portée par Vivea, sur lesquels le référentiel Califormagri doit porter quelques évolutions, en partie sur le sujet communication et promotion de l'offre de formation courte, qui a été jugée insuffisante par nos partenaires financiers. Et donc, du coup, nous allons développer cet aspect pour le renforcer et répondre aux exigences de nos partenaires, pour permettre justement la majoration des 2 € heure stagiaire et vous obtenir une plus-value financière avec le label. Le deuxième addendum qui est rédigé et qui est en cours de validation, c'est un addendum RSE qui fait suite aux discussions sur la Commission nationale des conditions d'emploi des contractuels, sur lequel nous avons renforcé les exigences de communication et de transparence sur l'accompagnement social au sein de l'établissement et la gestion RH. Voilà. Vous allez, là on sort totalement du sujet qualité, donc j'en parlerai à ceux qui en veulent ce soir, mais du coup ces 2 addendums, l'un est rédigé, l'autre est en cours de rédaction, et ils seront du coup, pour les 15 établissements qui sont d'ores et déjà engagés dans la démarche, comme la démarche a été déposée avant la mise en œuvre des addendums, ils ne seront pas soumis à l'addendum. Et dès lors, pour les autres établissements, dès lors où les addendums sont publiés et rajoutés au référentiel, ils seront soumis à l'addendum. Voilà. Merci Mathieu. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport au positionnement des différents partenaires au regard d'une démarche donc de labellisation, d'instance de labellisation? Ça a été un sujet qui a quand même bien questionné notre communauté, à savoir du coup sur la qualité et la reconnaissance et la validité donc de Califormagri au regard en comparaison de Calliope. Est-ce que ces éléments-là vous ont apporté quand même des réponses? Est-ce que les engagements des différentes instances de labellisation qui ont témoigné ça vous pose encore quelques questions ou pas? Non, a priori, c'est tout bon. Bah, écoutez, il ne reste plus qu'à vous remercier, en tout cas, messieurs, dames. Et puis, nous occurer une petite pause.